Nous revenons pour la suite de votre émission préférée, Regard croisé. Nous sommes toujours avec Robert Kossigan, à côté Achraf Ouro-Sama et Fabo Komlan. Avant d'analyser les propos, surtout d'analyser cette sortie du président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen Umaru Sissoko Embalo, nous restons un peu à l'est de la République démocratique du Congo et parler de l'avancée des rebelles du M23. Achraf Ouro-Sama, la question était pourquoi le président Félix-Antoine Tshisekedi refuse jusqu'alors de discuter avec ces rebelles du M23. On voit toutes les conséquences qu'on a à l'est de ce pays. Qu'est-ce qui l'empêche de discuter? Oui, mais qu'est-ce qui l'empêche de discuter? Moi, je crois qu'il y a des éléments objectifs à ça. Et on ne peut pas résoudre un problème de cette nature si on ne fait pas l'historique des choses. C'est-à-dire, historiquement, vous avez des groupes rebelles au Congo qui ont toujours fait preuve de mauvaise foi et qui ont toujours violé les accords. Je n'exonère pas le gouvernement congolais de toute responsabilité. Ils ont une part de responsabilité dans la plupart des violations des accords. Mais je dis tout simplement que ce sont les rebelles, souvent unilatéralement, qui violent. Et donc, en vertu de ces expériences-là, je me suis dit, mais ça sert à quoi de discuter avec ces gens? Et vous savez, les anarchistes n'entendent que le langage de la force, comme tu l'as bien dit. Parce que l'intérêt aujourd'hui du M23, c'est de transformer le Congo à une zone de non-droit. Et une zone de non-droit profite à qui? N'oubliez pas que les groupes rebelles sur le territoire national signent des conventions avec des multinationales qui viennent exploiter, le président Robert Kossigan l'a dit. Et donc une zone de non-droit profite à ces multinationales, parce que tout le monde tire les ficelles. Parce que la finalité de ces gens-là, c'est quoi? C'est l'accumulation primitive des richesses. Tout le monde veut s'enrichir à tout prix. Et donc, on ne peut pas s'enrichir dans un pays pacifié, dans un pays qui bénéficie d'une paix sociale. Donc, il faut à chaque fois déclencher des crises. Donc, c'est pour cette raison que le président Tshisekedi a pris la mesure des choses. Mais moi, je crois qu'il n'est jamais trop tard. C'est contre-productif aujourd'hui d'exclure cette hypothèse-là. C'est toujours contre-productif. Surtout qu'il a la participation de l'ERC également, qui essaie de venir en aide. Donc, je crois qu'il faut inviter tous les parties prenantes, toutes les parties prenantes et faire des concessions. Souvent, lorsque vous faites des concessions avec les parties prenantes, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Oui. Certes, l'État dispose des prérogatives de puissance. Il y aura toujours quelque chose. Voilà, l'État dispose des prérogatives de puissance publique, mais il ne peut jamais imposer son point de vue à toutes ces rebelles. Moi, je crois que le cœur des choses, c'est de faire l'inventaire des contrats. Pour moi, je sais que ça existe, même si officiellement ça n'existe pas. Des contrats signés entre tous ces groupes rebelles sur le territoire national et ces multinationales. Si on fait l'inventaire des contrats signés par tous ces groupes rebelles sur le territoire national, officiellement, on sait très bien que ça n'existe pas. Mais essayez de voir comment on peut trouver du consensus. Ça va être des discussions sous-jacentes. Voilà, des discussions sous-jacentes. Et au niveau aussi du supraétatique, je veux parler de l'État congolais également, doit réviser aussi des contrats qu'ils ont avec des multinationales. Nous, en droit, nous apprenons, il y a ce qu'on appelle des clauses exorbitantes de droit commun, c'est-à-dire que l'État peut résilier unilatéralement un contrat lorsque le prestataire ne respecte pas les dispositions. Mais vous avez le Congo aujourd'hui, qu'il y a un certain nombre de multinationales qui viennent toujours exploiter. Quelle est la part qui revient aux Congolais? Monsieur Robert Kossigan a fait l'état des lieux aujourd'hui du Congo. Un tissu infrastructurel néant, l'éducation qui ne va pas dans tous les secteurs d'activité. Pourtant, c'est un pays extrêmement riche. Donc, je crois qu'il faut mettre les Congolais au cœur du projet de société et faire tout pour que les Congolais au quotidien puissent bénéficier de... Vous suivez souvent les déclarations fracassantes du prix Nobel. Je veux parler de Denis Mukwege, qui fait des témoignages, le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix qui fait quand même des révélations quand même assez fracassantes. Ça fait quand même froid. Je dis, le Congo ne mérite pas ça. C'est un pays... C'est l'Afrique en miniature, le Congo. Oui. Il faut trouver des solutions pérennes. Donc, il appartient à l'État aujourd'hui de trouver des résolutions. Parce que si Tshisekedi veut garder un bon souvenir auprès des Congolais, je crois qu'il doit trouver des solutions pérennes à cette crise-là, qui ne cesse de provoquer des crises successives, créer du désarroi chez les Congolais. Ça existe depuis. Je trouve ça totalement inacceptable. Et Fabo, comment on va chuter avec vous sur ce sujet
de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui peut expliquer également l'inaction, si on peut le dire, des forces armées congolaises? Récemment, on a vu les forces armées kenyanes atterrir dans ce pays, mais elles aussi, on ne les sent pas véritablement. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? En fait, ça dépend aussi des matériels que les forces armées utilisent. Bon, parce que vous voulez dire que le M23 a des armes sophistiquées? Oui, parce que qui est derrière eux? Ça, il faut aussi savoir ça. De quel armement ils disposent pour être faire face à voilà. Donc, il faut que on sente comment s'en prendre pour que cela ne puisse dégénérer. Il faut savoir étudier l'ennemi, l'armement de l'ennemi, de quel armement il dispose avant qu'on ne puisse aller au front. Donc je pense que la limite aussi de l'armée congolaise, ça peut dépendre aussi de l'efficacité de ces armements, ou bien du niveau de renseignement, de la reconnaissance du terrain, de l'adversaire. Donc il y a des... C'est quand même le pays qui est occupé. Oui, ou bien le pays n'est pas bien maîtrisé. Ça aussi, c'est cela. C'est ça, parce que le Congo, c'est un pays très, très, très vaste. C'est un pays très vaste et riche. Et riche en sous-sol. Donc, tous ces problèmes aussi, tous ces facteurs peuvent amener à ce que l'armée congolaise ne puisse pas aller devant l'ennemi. C'est un groupe rebelle. On reste avec vous. On va parler du Mali et de la CEDEAO. Des diplomates de la CEDEAO ont révélé qu'il n'y aura pas de sanctions contre le Mali dans l'immédiat, et ce malgré le fait que l'ultimatum de l'organisation régionale requérant la libération des 46 militaires ivoiriens avant le 1er janvier n'ait pas été respecté. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution, du moins pour le moment, parce qu'on voit des discussions, des négociations qui sont portées par le Togo et surtout son président, le président Faure Gnassingbé? C'est la meilleure méthode, ne pas sanctionner dans l'immédiat le Mali? Oui, si aujourd'hui la CEDEAO s'est retenue par rapport à sa position, c'est parce que la CEDEAO a su que la médiation togolaise en train de porter ou bien va avoir quelques résultats, forcément. Donc, la CEDEAO va essayer d'observer et va voir comment va évoluer la suite à donner avant que, mais certainement la situation sera dénouée par rapport à la visite du chef de l'État togolais. En amont, il y a eu des discussions qui n'est pas encore dévoilées entre les deux parties. Donc ils sont confiants et laisser la médiation togolaise aller au bout de... Justement, on va parler du périple du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, dans ce pays. Je vais parler du Mali en 4e position. Alors, Robert Kosigan à côté, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure méthode de l'institution de la communauté sous-régionale? D'ailleurs, le président Umaro Sissoko Embalo lui-même l'a dit, il n'y aura pas de sanctions, du moins pour le moment. Vous savez, pour une première fois, je dirais que la CEDEAO a vu juste. Parce que sanctionner pour sanctionner n'est pas aussi conseillé. Il y a une médiation en cours, il y a un problème entre deux pays frères. Je crois que la bonne voie à utiliser soit le dialogue. C'est ce que le Togo a choisi, c'est ce que le Togo fait. Mettre les deux frères ensemble pour qu'ils se parlent, parce que la vie ne s'arrête pas à cette affaire de 46 soldats. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est des relations intrinsèques, c'est deux pays frères, et donc on ne doit pas permettre à ce qu'un petit problème alors les divise de plus en plus, surtout que le Mali porte aujourd'hui une croix terrible, qu'est le terrorisme. Donc je crois que les choses... Et puis le Mali n'a pas fait le dos rond contre l'ultimatum de la CEDEAO. Au moins, l'État a fait diligence à ce que la cour d'appel ou la cour d'assises puisse traiter déjà de l'affaire. Les avocats qui ont défendu les militaires ivoiriens ont déclaré qu'ils ne feront pas appel. Donc ça voudrait dire que le sort des militaires maliens est aujourd'hui entre la main
de l'État souverain malien dirigé par grâce présidentielle peut-être. Grâce présidentielle ou pas, la souveraineté du Mali est respectée, la souveraineté de la Côte d'Ivoire est respectée. Cette affaire, normalement, est en train de finir. Donc, bon, plaise à Dieu pour que les cœurs puissent être touchés, pour qu'on aille dans le sens de réconciliation, dans le sens de la paix entre ces deux pays-là. Si Assimi Goïta et ses colonels décident de les gracier, c'est bon. S'ils décident de ne pas le gracier, c'est encore bon. Un jour, cette affaire connaîtra un dénouement. Parce que vous savez, on est fort, je continue par le dire, on est fort que pour un petit temps. Le reste du temps, on est trop faible. Tout ce que Assimi Goïta et autres font aujourd'hui, ils doivent penser pour le long terme. Donc vous pensez que c'est eux qui font la chose? Ah oui, c'est eux qui font la chose. Et puis aujourd'hui, la CEDEAO, très intelligente, leur a laissé gérer eux-mêmes la patate chaude entre leurs mains. Moi aujourd'hui, je vous dis, le temps est arrivé que les États de l'Afrique de l'Ouest alors cherchent à faire de lobbying au niveau de l'ONU pour que cette même résolution que Sarkozy a eu à décrocher pour venir créer la merde là-bas en Libye, que cette même résolution redemande à la France et à l'OTAN de venir service après-vente. Ce n'est que ça qui peut nous libérer. Sinon, nos efforts, nos propres efforts ne peuvent pas mettre fin au terrorisme. Soyons réalistes. Il y a cette histoire d'activistes qui veulent recréer le monde. Ce qui se passe là, ce n'est ni Assimi Goïta, ni Traoré, ni Faure Gnassingbé, ni Akufo-Addo Ouattara qui mettront fin à ça. N'oublions pas que, entre-temps, la Libye était l'un de ces pays les mieux équipés en armement. Vous connaissez comment Kadhafi était lui seul contre ce monde entier. Aujourd'hui, les armes là se reposent dans les mains de ces bandits enturbanés. Qui alors le Mali est à la merci de ces gens. Assimi Goïta ne peut pas seul faire ça. Même les États de l'Afrique de l'Ouest, ils ne peuvent pas contrer ces gens-là. Il faut qu'ils fassent du lobbying. C'est par le droit que Sarkozy a créé ça. Il faudrait que eux aussi, les Africains ont des droits, ont des hommes de droit talentueux. Il faudrait qu'ils retournent à l'ONU rechercher tout ce qui peut contraindre aujourd'hui l'OTAN à venir remettre de l'ordre. Aussi longtemps que la Libye ne redeviendra pas un État normal, souverain, où ces groupes seront totalement alors mis à nu, chassés, je vous dis, nous aurons toujours le pain sur la place. Moi, je voudrais féliciter le chef de l'État togolais qui aujourd'hui a en lui des fibres africaines. Vous savez, l'Africain, il s'assoit, il discute. Est-ce qu'on peut réserver cela pour la quatrième partie? Ça peut alimenter le débat. Alors, Achraf Rossama, parmi ces hommes de droit, Robert Kosigan à côté en parlait tout à l'heure, il y a vous analysez avec minutie les histoires, surtout non seulement de droit, mais également de géopolitique au niveau africain et au niveau mondial. Est-ce que vous pensez que cette décision, c'est toujours la même question, de la CEDEAO est bien mûrie? Dans tous les cas, cela a été expliqué par l'absence justement de ces sanctions, a été expliquée par la volonté de ne pas créer de nouvelles tensions. Oui, mais la volonté de ne pas créer de nouvelles sanctions. Je crois que la CEDEAO a pris une décision que je trouve salutaire, mais ils avaient une marge de manœuvre extrêmement limitée. Vous savez, lorsqu'on parle de l'institution sous-régionale, on parle des compétences propres et des compétences partagées. Je crois que la justice ne fait pas partie des compétences partagées et que la justice fait partie des prérogatives souveraines d'un État. Donc, le peuple malien aujourd'hui a remis une sentence judiciaire à l'encontre de ces 46 militaires au nom du peuple malien. Moi, je suis désolé. Lorsque vous retrouvez 46 militaires sur votre territoire, vous avez le droit de vous poser la question, qu'est-ce qu'ils font réellement là? Peu importe. C'est ce que le Mali fait. Oui, c'est ce que le Mali fait. Ils ont investigué pour chercher les motivations réelles de ces 46 militaires. C'est vrai qu'ils ont reçu des réponses plus ou moins adaptées de la Côte d'Ivoire, mais qui ne les a pas convaincus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la justice malienne a un certain nombre d'éléments de preuve que nous n'avons pas. Et au nom des éléments de preuve, ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés en 20 ans avec une condamnation pécuniaire d'1 million de francs symboliques. Moi, je crois que c'est... Pour moi, je suis d'accord avec ces décisions de la cour d'assises de Bamako. Parce que ce qu'il faut connaître, regardez les chefs d'accusation. On parle de détention illégale d'armes, de complot contre le gouvernement,
d'incitation au mouvement insurrectionnel. Les Donc, gens passent. contrairement à Et Robert Kosiga à côté, vous pensez que ce n'est pas le Mali qui crée les tensions? Non, je ne pense pas que c'est la le Mali. Côte d'Ivoire donc. Non, effectivement, je ne dis pas que c'est là. Je ne dis pas que c'est la Côte d'Ivoire, mais je dis tout simplement que tous ces pays-là qui font preuve de négligence, qui envoient de manière désinvolte comme ça des militaires sur un territoire de notre pays, je dis c'est extrêmement grave au regard du droit international. Ce n'est pas normal. Pour que les militaires puissent fouler le sol d'un pays, il faut quoi? Il faut l'approbation des gouvernements de cet État. Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de préalables qui n'ont pas été respectés. Et la Côte d'Ivoire a reconnu cela. Ils ont reconnu. La Côte d'Ivoire a reconnu des manquements. Ils ont reconnu des manquements. Et donc, lorsqu'on reconnaît des manquements, on s'accuse, vous le dites. On s'accuse, mais le pays qui est victime de ça doit tirer les conséquences qui en découlent. Et aujourd'hui, mais Achraf, vu tout les tensions qui entourent ce dossier, qu'on reconnaît des manquements, quand on voit la médiation portée par le Togo, quand on voit l'implication de la CEDEAO, de la société africaine, est-ce qu'il ne serait pas bien de libérer ces militaires? Oui, mais quand vous parlez de la CEDEAO, d'un certain nombre de chefs d'État, je crois que leur position n'est pas représentative d'un certain nombre d'Africains. Il y a certains Africains qui estiment que ces 46 militaires doivent être condamnés. Et je crois que la Cour... Quel Africain? À partir de quel baromètre? Parce que ces chefs d'État ont été élus. C'est vrai, on peut en parler sur les réseaux sociaux. Oui, mais les gens grognent sur les réseaux sociaux et autres. Oui, mais ça n'a pas de baromètre. Oui, mais vous aussi, votre opinion, que vous peut-être estimée majoritaire également, n'a pas de baromètre. Je dis tout simplement qu'il y a des voix aussi discordantes qui trouvent aujourd'hui que la décision de la Cour d'assises est salutaire. Mais pour revenir à la décision, puisqu'ils ont été condamnés à 20 ans de prison, je suis convaincu. Même si dans le discours de fin d'année du chef de l'État, le président Assimi Goïta n'a pas mentionné cette affaire, je crois qu'aujourd'hui le Mali est quand même résolument engagé. Il n'a pas mentionné, Alassane Ouattara, lui, il l'a fait. Oui. Alors vous pensez que c'est la meilleure méthode pour le président Assimi Goïta de ne pas mentionner cela? Même s'il dispose constitutionnellement le pouvoir de gracier, ces gens-là, peut-être qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'a pas voulu s'apesantir sur cette question, puisque lui-même, il respecte la sentence. Mais je crois que le mémorandum signé par la Côte d'Ivoire, par les deux parties sous l'égide de la médiation togolaise, je vous parlais du ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, je suis convaincu que le président Assimi Goïta fera quand même usage d'un prérogative constitutionnel qu'il dispose, c'est-à-dire gracier les 46 militaires. Mais je crois que la sentence juridictionnelle aujourd'hui est connue, et pour moi, c'est un symbole extrêmement fort. Et c'est un signal qu'on envoie à tous les pays, je crois, qu'au regard du droit international, pour retrouver des soldats étrangers sur un territoire sans l'approbation préalable des politiques ou des dirigeants de ce pays est une faute extrêmement grave, et ce pays-là doit tirer les conséquences par le biais d'une institution qui s'appelle la justice. Et Fabo Okomla, aujourd'hui on constate que les relations sont en train de s'améliorer entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La CEDEAO, sans doute, s'est basée aussi sur cela. Oui, parce que la CEDEAO a vu qu'il y a une avancée considérable dans la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Voilà, le président togolais Faure Gnassingbé est parti hier. C'est pour aller dénouer la situation pour qu'une fois de bon, on puisse faire les tensions, parce que ce problème trop dur, ça a fait 6 mois ou 7 mois que le problème là est en train de se poser. On dit que les militaires sont allés dans un pays où il y a, c'est pas l'aéroport même, ils se sont atterris. Mais est-ce que les autorités maliennes ne sont pas au courant qu'il y aura les gens posent également qui vont arriver? Pour ces analyses, c'est trop facile d'atterrir justement à l'aéroport et vouloir déstabiliser le pays. Oui, mais si la Côte d'Ivoire reconnaît des manquements, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de préalables qui n'ont pas été respectés. Sans doute, il y a des manquements au niveau du Mali aussi. Ils l'ont reconnu. Oui, il y a certainement qu'il y a des manquements au niveau des autorités maliennes. Donc, c'est un peu ça, en fait. Vous savez, les trois parties ont reconnu qu'il y avait eu des manquements administratifs de leur côté. Alors, moi j'ai dit, si, sauf panafricanisme, je ne sais pas, fou,
dépassant peut-être la conception de la gestion du pouvoir de ces 5 colonels, les ont conduits dos au mur dans cette affaire-là. Vous n'êtes pas aussi trop dur non, je ne suis pas dur. Non, je ne suis... Il y a des manquements à tous les niveaux, mais les manquements sont plus du côté de la Côte d'Ivoire. Non, écoutez, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali et même l'ONU, il y a eu des manquements à ces 3 niveaux-là. Et puis, il y a certains cadres de l'ONU qui ont mélangé. C'est eux qui ont créé plus d'incompréhension entre ces 2 pays. L'ONU n'a pas reconnu cela. Voilà. Après, on a vu d'autres interventions, notamment celle du secrétaire général de l'ONU. Mais qui a repris les choses en main. Déjà, la tension est déjà créée et la justice du Mali est déjà rentrée dans l'affaire. C'est tout. Mais je dis, c'est ce panafricanisme fou qui alors était le problème qui a conduit ces colonels à avoir le dos au mur dans ce problème aujourd'hui. Maintenant, moi je dis... des gens aussi, c'était un moyen de régler les comptes au président Ouattara. Ah oui, tout à fait. Qui avait, selon les nouvelles, soutenu les sanctions contre le Mali. Non, oui. Vous savez que dans le temps, il y avait cette histoire de France et avec le deuxième coup d'État conduit par Assimi Goïta, dont n'a pas digéré l'autre Ouattara. Ouattara n'avait pas digéré et il s'est tenu contre alors le coup d'État. On a vu coup d'État et puis Assimi Goïta. Et donc, comme une balle de ping-pong, Assimi Goïta a voulu aussi prendre ces 46 soldats comme des otages, ne serait-ce que pour emmerder Ouattara en demandant un échange. Mais plutôt dans sa demande d'échange des prévaricateurs de l'économie malienne, moi je trouve ça juste. Parce que les crimes économiques sont imprescriptibles. Les gens ne peuvent pas voler l'argent du Mali et aller alors rester au paradis là-bas à Abidjan. C'est pas bon. Il faudrait qu'il aille rendre gorge. Moi, j'ai dit, si c'est ça qui alors fait qu'on n'a pas encore libéré les 46 soldats, que vivement Ouattara fasse diligence. Ne serait-ce que les droits de défense de ces gens-là soient garantis par l'État malien. C'est des Maliens, ils sont chez eux. Ils n'ont qu'à aller rendre gorge parce que c'est malheureux. Le Mali a besoin aujourd'hui de cet argent-là, ne serait-ce que pour régler un problème. Parce que n'oublions pas une chose, si les gens tiennent à ce que le fils de ce président-là vienne rendre gorge, c'est parce que dans le temps, il pouvait utiliser cet argent pour acheter vraiment les armes pour permettre à l'armée malienne de combattre en ce temps les terroristes-là. Alors lui, il ne peut pas mettre de Karim Keïta. Donc moi je dis, si ce n'est que ça, que Ouattara continue pas à protéger, il va falloir qu'il libère ça, parce que c'est un problème malien. Il faudrait qu'il libère ça. Non, mais je ne suis pas d'accord avec le président Robert Kossiga. Je trouve ça quand même infantilisant d'insinuer que la justice malienne ou le président Assimi Goïta est influencé aujourd'hui par ce qu'on appelle un nouveau totalitarisme. Moi, j'appelle ça la dictature de la pensée unique, qui est le panafricanisme. Non, je ne dis pas. Ils ne sont pas influencés. Je dis tout simplement que, au vu des investigations menées par la justice malienne, ils ont un certain nombre d'éléments que nous n'en avons pas. Et ils ont apprécié. C'est pour cette raison qu'ils ont retiré. Pour vous, la justice a fait son travail. Pour moi, la justice a fait son travail. Mais dire qu'ils sont... Elle n'est pas peut-être instrumentalisée. Non, elle n'est pas instrumentalisée par une nouvelle idéologie aujourd'hui. Vous savez, là, je trouve que c'est un juriste, mais il va falloir qu'on l'encadre parce qu'il veut prendre le faux pas de nos juristes africains. Non, tout le monde sait. Effectivement. Le Mali a reconnu qu'il y a eu alors des insuffisances même de sa part. Ça voudrait dire que la justice malienne, si justice malienne ils ont pris acte. Ils ont pris acte et donc ils ne peuvent pas seulement dire que les autres ont fauté. Si nous-mêmes qui devons recevoir les gens, nous reconnaissons qu'administrativement, il y a des bévues, il y a des manquements que nous avons connus, ça voudrait dire qu'on peut au moins tenir compte de ça pour alors alléger la charge à ces gens-là. Et si l'ONU aussi reconnaît qu'il y a eu des manquements à mon niveau, pourquoi on veut faire payer à ces 46 soldats? Alors moi, je ne veux pas que tu entaches ta réputation de juriste parce que je rêve beaucoup sur toi. Il faudrait que tu sois un juriste bon, mais pas un juriste entaché dans cette histoire de panafricanisme. Je vous repose la question autrement. Quand on voit l'intervention des autorités au niveau sous-régional,
quand on voit l'intervention du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question juste, le Mali en fait de trop? Non, le Mali n'en fait pas de trop. Le Mali n'en fait pas de trop. Vous savez, c'est une question de survie des États. J'imagine que vous avez lu les chefs d'accusation qui sont retenus contre les 46 militaires. Donc, ce qui veut dire que si... Ça vient de la justice malienne. Ça vient de la justice malienne. Ce qui veut dire que si les 46 militaires avaient réussi à réaliser leur projet selon la justice malienne, ce qui veut dire que le Mali serait aujourd'hui une zone de non-droit. Et les premiers profondeurs du régime seront les premiers à dénoncer ces événements-là. Donc c'est pour dire tout simplement que mais il y a eu des investigations les plus approfondies au niveau du Mali. Je ne pense pas que les magistrats de la cour d'assises peuvent donner des sentences qui sont une pure invention de l'esprit. Vous pensez que... C'est pas fréquent en Afrique. Monsieur Michel, je ne parle pas forcément du Mali. Oui. On ne voit pas cela en Afrique souvent. Oui, on voit cela. Mais on ne peut pas avoir ça au Mali, vous voulez dire. Non, mais je dis tout simplement que dans le cas d'espèce, je ne crois pas. Bon, vous êtes juriste, peut-être que oui, vous maîtrisez les contours de ce que vous dites. Dans le cas d'espèce, je ne crois pas. Vous savez, en droit, la qualification des faits fait appel à la compétence juridictionnelle. La qualification des faits, c'est quoi? Détention illégale d'armes, complot, qui sont qualifiés de quoi? De crime. Quelle est la compétence juridictionnelle? La cour d'assises. La procédure a été respectée. Oui, cher ami Fabo, est-ce que vous l'aviez dit tout à l'heure, est-ce que finalement ils seront libérés? Parce qu'on a vu la sentence. Tout le monde pense aujourd'hui que tout revient au président Assimi Goïta. Oui, ils seront libérés parce que le président Ouattara, dans son discours du Nouvel An, a promis que les soldats ivoiriens, les 46 soldats ivoiriens seront libérés. Vous voulez dire qu'ils voient des signes positifs? Ils voient des signes positifs. En voyant même le déplacement de Faure Gnassingbé hier à Bamako, ce n'est pas gratuit. Donc il y a eu un travail qui est fait. Ils sont dans les dernières étapes pour qu'on puisse avoir la libération de ces 46 détenus, pour qu'on puisse passer à autre chose. Vous pensez que l'Afrique de l'Ouest a besoin d'autre chose? Oui, on a besoin d'autre chose. Nous avons besoin des priorités. Nous commençons d'une nouvelle année. On a besoin de beaucoup de choses pour pouvoir faire. D'abord, nous devons... il y a la question des terroristes qui est là. Il y a comment on l'appelle? Il y a la crise, la vie chère qui est là. Nous devons essayer de se regrouper pour trouver des solutions de ces questions qui sont d'ordre international. Ces différents problèmes secouent toute l'Afrique de l'Ouest. Et on vous comprend, Fabo, comme là, il faut qu'on passe à autre chose. On va marquer la pause pour le journal. Chers amis, on revient pour la suite de ce débat. On ne peut plus houleux.